téléspectateurs de L'Homme et son histoire, votre émission de la radio et télévision Héritage. Bienvenue à ce nouveau numéro. Aujourd'hui, l'homme et l'histoire que nous allons raconter sur ce plateau de notre émission. Il s'agit de Monsieur Daniel Ngoy que vous allez devoir découvrir derrière la phrase magique que nous disons « Voici tout sur notre invité ». Né le 6 mai 1974 à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga en RDC, Daniel Ngoy est fils de Juvenal Nkoulou et de Numbi Bernadette. Marié et père de 4 enfants, Daniel Ngoy incarne l'image d'un homme dévoué à sa famille et à sa communauté. Il commence son parcours scolaire à l'école Mutumbui située dans la commune de la Roachi où il effectue ses études primaires. Par la suite, il poursuit ses études secondaires à l'Institut Mawazo. Et en 1992, il obtient son diplôme d'État en section latin-philo, ce qui témoigne de sa passion pour les lettres et les sciences humaines. Animé d'une grande ambition et d'une détermination sans faille, Daniel Ngoy décide de poursuivre ses études supérieures à l'université de Lubumbashi. En 2002, il obtient avec succès son diplôme de licence en droit privé et judiciaire. Parallèlement à ses études, Daniel Ngoy s'investit activement dans plusieurs groupes juvéniles, dont Jeunes et Lutte du Renouveau, une cellule politique engagée dans la réflexion et le changement social. En 1992, il rejoint également la famille Saint-Tété, une structure de réflexion qui réunissait des jeunes animés par le souci de réussir dans leur vie, sous la devise « Un pour tous, tous pour un ». Ces engagements vont jouer un rôle déterminant dans sa carrière future. C'est de ces deux groupes qu'est né Tegra ONGD, l'organisation qu'il dirige aujourd'hui avec succès retentissant. Son engagement pour la paix et surtout pour le développement étant reconnu, en mai 2014, Daniel Ngoy est nommé ambassadeur universel de la paix, un titre qui honore son dévouement à la promotion de la paix dans sa communauté et au-delà. Quelques mois plus tard, soit en septembre 2014, il reçoit la médaille de mérite civique en or, en accédant à la chancellerie des ordres nationaux, un signe de reconnaissance de l'État congolais pour son service exceptionnel. En 2019, il est élevé au rang de chancelier dans l'ordre national Kabila Lumumba, devenant ainsi un dignitaire d'État respecté. En plus de ses fonctions à Tegra ONGD, Daniel Ngoy occupe également les postes de conseiller à la chancellerie des ordres nationaux, à la coordination de Lubumbashi, où il continue de servir sa communauté avec engagement et intégrité. Daniel Ngoy est un leader exemplaire dont le parcours inspire les jeunes générations à poursuivre l'excellence, la paix et le développement communautaire. Son dévouement inébranlable à la cause du bien-être collectif reste une source d'inspiration pour tous ceux qui croisent son chemin. Daniel Ngoy Mouinepata, il est, comme vous l'avez suivi, dans cette biographie bien présentée. Plusieurs titres à son actif. D'abord, ambassadeur universel de la paix. Donc, comme vous le sentez, déjà l'atmosphère de paix. Dans cette émission, il est président du conseil d'administration de l'ONGD Tegra. Il est aussi conseiller juridique à la chancellerie des ordres nationaux. Ceci fait donc une histoire à raconter et des conseils à prodiguer pour la jeunesse actuelle et à venir. Voilà pourquoi Héritage Télévision a décidé de rendre immortelle la vie de cet homme à travers cette émission. Monsieur Daniel, bienvenue dans l'émission L'Homme et son histoire. Merci Madame Esther. Alors aujourd'hui, vous allez raconter votre histoire à tous les téléspectateurs de notre chaîne Héritage Radio-Télévision et aussi à ceux qui viendront parce qu'on dit les images restent, c'est ça. Donc nos images vont rester pendant très longtemps, pendant des générations. Des gens feront référence à vous, à ce que vous avez accompli, à comment vous avez commencé, mais aussi aux difficultés que vous avez rencontrées pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Alors, est-ce que vous allez commencer par nous parler de vos débuts dans la carrière que vous exercez aujourd'hui? Au tout début, je parlerai de la vie de la jeunesse qui semble être négligée actuellement parce que c'est là que la racine de tout.
Ce que vous voyez aujourd'hui et qui vaut tout son pesant d'or en termes de qualificatifs pour nous, a commencé depuis très longtemps quand nous étions encore élèves. Nous sommes dans les années 92 où nous commençons par certaines réflexions parce que c'est un moment très critique par rapport à notre pays où la République devait changer. C'était le début de la démocratie. Il y avait une crise généralisée. Nous qui pouvions accéder à des écoles, des sociétés, fini la gratuité, il faut payer quelque chose. La vie au quotidien devient difficile. Le manger devient presque Pénible. très pénible. Et pour ceux-là qui se souviennent de ce temps-là, nous avons consommé les aliments impropres parce qu'il n'y avait même pas de farine. Et pour étudier, il fallait maintenant faire deux tours. Nous qui sommes dans des familles nombreuses. Je suis sixième d'une famille de 14. Ok. Alors, on devait étudier à tour de rôle. Et on s'est posé la question, est-ce que avec ce rythme, allons-nous finir et devenir quelqu'un dans la vie? Il y avait l'incertitude qui planait. De là, avec certains amis, nous avons commencé à réfléchir dans certaines organisations. Que faire pour que demain, ce que nous vivons ne soit pas le quotidien des générations à venir? Alors, plusieurs réflexions pouvaient passer par la tête. Et au finish, nous avons pensé qu'il fallait à tout prix contribuer dans le quotidien avec quelque chose. C'est ainsi que nous avons retenu 3 domaines comme réponse à notre question de départ. Nous avons retenu la santé, l'éducation et l'agro-pastoral. Et plus tard, lorsque nous avons un peu de moyens, nous nous sommes encore réunis pour tenter de concrétiser ce qu'a été la réflexion d'antan. Ainsi, en 2009, est née notre organisation non gouvernementale, TEGRA, avec ces 3 projets. La santé, l'éducation et l'agro-pastoral. Voilà. Alors, TEGRA, basé sur 3 piliers. La santé, que nous connaissons déjà aujourd'hui, qui est très importante pour la population, parce que s'il n'y a pas de soins de santé, il y a beaucoup de catastrophes qui arrivent. L'éducation, qui est même la base ou le socle du développement, et aussi l'agro-pastoral, donc apporter de quoi manger à ces personnes que nous devons éduquer et qui doivent être en bonne santé. C'est sûr que ça n'a pas été facile. Pas du tout. Initialement, c'était des idées, des jeunes, c'était des plaintes. C'était des lamentations parce que l'éducation était un problème. Et on se dit, est-ce que ça doit continuer comme ça? Et quand nous réfléchissons, nous n'avons rien. C'est juste les idées et la volonté de changer les choses. Maintenant, comment concrétiser? Il fallait attendre plusieurs temps. De 90 en 2009, c'est pratiquement 18 ans pour que l'on puisse revenir à l'idée initiale et essayer maintenant de donner forme à ces idées. Ça n'a pas été facile.
Alors, dans votre parcours, nous remarquons que vous avez aussi fait partie de jeunes élites du renouveau et aussi de famille Saint-Été. C'était toujours dans le but d'encadrer la jeunesse ou d'encadrer ceux qui viennent après vous? Nous-mêmes, nous étions une nécessité à son temps. Avec Jeunes élites du renouveau, c'était une cellule de poèmes et des écrivains en herbe en général. Et nos expressions des idées, nos lamentations, nos constats se faisaient voir par des écrits. Et c'est là même le début de ce que Tegra est aujourd'hui. Okay. Alors, pendant ce temps-là, comme nous étions, on faisait les lettres et d'autres faisaient les scientifiques et consorts, en se regroupant, nous-mêmes, nous nous sommes organisés. Il y avait un directeur technique, il y avait un président, il y avait le chargé des relations publiques. Et de cette façon-là, on composait nos propres poèmes, où on exprimait les idées qu'on avait, où on était en train de se défouler de tout ce qu'on trouvait comme problème de la vie. On les exprimait par des poèmes. Et là, Jeunes élites du renouveau, je lire en sigle, a été l'une des organisations de réflexion. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un avait des idées, ces idées étaient analysées et approfondies par toute l'équipe, ainsi réorientées dans leur ensemble. Et à ce jour, Tegra, nous allons parler de cette ONGD où vous êtes président du conseil d'administration à ce jour. Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire pourquoi le choix de ce nom Tegra et qu'est-ce que ça signifie, vu que vous y avez vraiment, nous sentons que c'est une œuvre qui montre que vous avez eu de la compassion pour les autres, d'abord commençant par la situation que vous avez traversée. Est-ce que vous pouvez nous dire d'entrée de jeu, Tegra, pourquoi? Tegra veut dire tout simplement temps de grâce. Alors, par rapport à notre idée et notre philosophie de base, nous estimons que l'œuvre que nous sommes en train d'entretenir aujourd'hui, c'est une grâce à la génération actuelle. Parce qu'à notre temps, c'était difficile, on n'avait pas cette facilité. Alors, nous avons pensé que les trois piliers rentrent dans ce que nous appelons temps de grâce, parce qu'au moins, il y a un groupe d'individus qui pense, qui se met à la place de cette jeunesse et tenter d'alléger tant soit peu ce que nous, autrefois, était un calvaire. Et que dire des difficultés que vous rencontrez à ce jour avec cette organisation? Madame Esther, les difficultés sont multiples, tout simplement parce que l'ambition est trop grande. Mais les moyens ne suivent pas. Néanmoins, avec les moyens de base, nous avons pu concrétiser ce que vous voyez là, dans le donc il y a domaine de un l'éducation. commencement avec Tegra. Oui. Hormis il y a eu des pensées dans la jeunesse, il y a eu des réflexions dans la jeunesse. Lorsque Tegra a commencé, il y a un début. Un début. Nos téléspectateurs peuvent-ils découvrir les débuts de Tegra? Comment ça a commencé? Aujourd'hui, on voit une école, mais est-ce que c'était une école un étage comme on l'a vu dans les images? Ou ça a commencé par une simple salle de classe ou dans une maison? Est-ce qu'on peut avoir l'histoire de toute l'ONG? Le début de concrétisation de nos idées ont commencé avec la santé. Donc nous avons en 2012 pris la décision de commencer à investir dans la santé. Comme notre objectif c'est de faire un développement durable, là nous nous sommes résolus de construire une structure hospitalière. Et la toute première est dans la zone de santé de Kampemba. C'est le centre de santé de référence Tegra à Kilobelobe. Alors la construction a commencé en 2012 et en 2014, ça a été l'inauguration de cette structure. Et pour nous,
C'était un ouf de soulagement parce que nous nous sommes dit au moins qu'il y a une idée qui s'est concrétisée. Et aujourd'hui, nous sommes à 5 structures, hormis les 3 qui sont en construction. Et 2 ans après, en 2015, nous avons commencé la construction de l'école. Et là, initialement, nous n'avions qu'un terrain de 30 sur 70 au même endroit. Et aujourd'hui, c'est l'édifice que vous voyez qui prend la forme d'une cité de métiers et d'éducation. Et en parlant de l'agro-pastoral, vous en êtes à quel niveau? Actuellement, à notre actif, nous avons 2 fermes déjà opérationnelles dans le secteur de Kassongo. La première ferme, c'est au niveau du village Mouloulou. Et la deuxième ferme, c'est au niveau du village Kawama, toujours dans le même secteur. Et d'autres activités, nous les faisons dans le Tanganyika. Nous faisons la pisciculture à cage flottant dans le lac Jaune. Là, nous sommes à Kalemi. Et à Kinshasa, là, il y a un projet déjà du côté Sélé où nous sommes en train de faire la pisciculture. Néanmoins, par rapport aux 2 fermes qui sont à Lubumbashi, une ferme renferme les activités piscicoles et l'agriculture saisonnière. Et à ça, nous y avons attaché l'agriculture c'est quel type d'agriculture? Nous faisons les choux, les légumes et consorts. Ah, franchement, Voilà. il faut dire que c'est l'agriculture pour les choux et tout ça, sinon les agronomes risquent de nous tenir au mot, parce que nous risquons de dire ce que nous ne maîtrisons pas très bien. À ce jour, après avoir raconté cette histoire depuis 1992 à ce jour, où vous êtes président du conseil d'administration de l'ONG Tegra, vous êtes ambassadeur universel de la paix. Qu'est-ce qui vous a coûté ce titre? Ambassadeur universel de la paix. Et pourtant, vous avez investi dans la santé, l'éducation, l'agro-pastoral. Être ambassadeur, c'est être représentant dans un domaine bien précis. Ambassadeur de la paix, c'est comme vous connaissez, c'est la quiétude que toute société a besoin. Et apporter la guérison, venir au secours de mamans qui veulent s'accoucher et qui, à son temps, pouvaient perdre la vie parce que le milieu n'avait pas de structure hospitalière, c'est en quelque sorte la paix que nous apportons. Et en tant que tel, l'association des ambassadeurs de la paix a décelé ce que nous faisons et nous a approchés. En fait, ce n'est pas un titre où tu vas demander ou postuler. Non, c'est quelque chose que tu y es et qu'on te fait découvrir ce que tu y es et on te rapproche auprès de ceux-là qui font la même chose, peut-être dans différentes activités comme vous, pour que vous soyez encore plus fort. Donc, ambassadeurs de la paix, nous faisons partie de ce réseau des bienfaiteurs et des gens qui réalisent des projets pour le bien-être de la population, dans différents domaines, bien entendu. Et nous, le domaine qui nous a valu ce titre, c'était premièrement la santé. Dès lors que nous avons commencé avec notre structure, très rapidement, nous avons été décelés et nous avons été rapprochés parmi les ambassadeurs de la paix. Et un troisième titre, vous êtes conseiller juridique à la chancellerie des ordres nationaux. Alors, tout ce que vous êtes aujourd'hui, vous pouvez parler de l'apogée de votre histoire? Il n'y a pas d'apogée. L'apogée, je crois que nous sommes en train de combattre. On n'a pas encore atteint
même le juste milieu de ce que nous voulons faire. Mais néanmoins, je voudrais corriger, je ne suis pas conseiller juridique. Ah. Je suis conseiller Ah, à la d'accord. coordination Conseiller à la coordination des ordres nationaux. des ordres nationaux, oui, oui. Ok. Alors, c'est la même chose, tout simplement. Les deux structures, ici, nous sommes dans une structure étatique et l'autre, c'est une ASBL. Alors, l'État congolais, comme les autres organisations, ont reconnu les mérites de tout ce que nous avons rendu comme service à la nation. Voilà pourquoi nous nous retrouvons à côté de ce genre. Mais néanmoins, le travail, c'est un travail assidu qui continue à être fait. Et jusque-là, croyez-moi, nous n'avons pas encore fait ce que nous devons. Nous continuons à nous efforcer à rendre service jusqu'à telle l'enseigne qu'on peut impacter la communauté au-delà de ce qui se laisse voir aujourd'hui. Ok. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous y gagnez, vous? Est-ce que c'est juste altruiste? Le plus grand gain, c'est la paix du cœur. C'est-à-dire, je me sens soulagé lorsque je vois les gens qui sont en difficulté être pris en charge, par exemple, par les soins de santé. Lorsque nous allons, par exemple, à Kinsenda Kitotwe, c'est dans un village où vous voyez les gens vouer à leur propre sort. Vous voyez une dame qui ne pouvait pas s'accoucher normalement et qui vient de mettre au monde par césarienne. Le fait qu'elle ait envie et que l'enfant ait envie, moi, je sens que je suis content parce que j'ai atteint un objectif. J'ai sauvé des vies. Lorsque je vois les élèves étudier à de prix trop bas, mais une éducation de qualité, cela me donne l'assurance que j'ai contribué quelque part à la vie. Donc, le plus grand gain que j'ai, c'est d'avoir accompli quelque chose au bénéfice de la communauté. Et puisque vous parlez de la prise en charge des malades ou des personnes démunies, vous parlez de l'éducation, de l'agro-pastoral, vous le faites sur fonds propres? Avec le moyen de bord, pas mes moyens de bord, parce que nous sommes nombreux. Chacun, en ce qui le concerne, celui-ci apporte le moyen, l'autre apporte son expertise et ensemble, nous essayons de contribuer et de venir au secours de ceux qui sont dans le besoin. Alors, vous allez essayer de nous dire, vous êtes, selon votre biographie, elle nous renseigne que vous êtes parents, vous êtes époux et parents. Oui. Comment vous arrivez à concilier votre travail, votre passion et la famille? Est-ce qu'elle vous accompagne dans vos actions? Toujours. Parce que si la famille ne vous accompagne pas, vous êtes foutu et vous ne saurez rien faire. En fait, être parent, c'est rendre service au même titre que ce que nous rendons à la communauté. Et avant de le faire à la communauté, on doit se rassurer que le minimum est fait pour sa famille et vous allez maintenant au-delà de ce que vous faites. Donc pour nous, c'est automatique, il n'y a pas d'effort à fournir. Nous sommes sur une même lancée et nous avons les mêmes obligations, le même devoir envers la famille et envers l'organisation. C'est que de la même manière qu'on est père pour son propre foyer, on est aussi père pour la communauté par rapport aux objectifs que vous vous assignez. Dans vos enfants, il y a l'un qui a vos passions? Je crois que tout le monde s'intéresse, bien qu'ils soient encore jeunes. L'aîné a maintenant à peine 18 ans. Là qu'il fait ses études,
Ils s'intéressent à tout ce qui se passe jour pour jour. Donc, ce sont des gens qui connaissent au quotidien ce que nous faisons, le pourquoi de ce que nous faisons et où est-ce que nous voulons en arriver. Donc, ce sont des personnes qui sont déjà outillées et qui sont suffisamment informées sur ce que je fais et le pourquoi de ce que je fais. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes encore en train d'aller vers ce que vous rêvez devenir en tant que ONG TEGRA. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos perspectives d'avenir ou vos projets quant à l'ONG que vous dirigez à ce jour? Oui, TEGRA, en tant qu'ONG, nous avons pensé que les mêmes problèmes que nous avons à Lubumbashi, ce sont les mêmes problèmes qui sont à tous les coins de notre pays. C'est pourquoi, dès le départ, pour notre création, nous avons commencé par avoir une personnalité juridique qui nous autorise à nous installer partout. Et de là, vous comprendrez que notre perspective, c'est que ce que nous avons pu réussir à faire à Lubumbashi, le souci, c'est que cela atteigne toutes les provinces, dans la mesure du possible. C'est que nous ne sommes pas seulement dans le Haut-Katanga, nous sommes au Lualaba, nous sommes au Tanganyika, nous sommes à Kinshasa et nous sommes à Matadi. Matadi, c'est Bas-Congo. Dans le au Bas-Congo. Voilà, donc là, nous sommes actuellement présents dans 5 provinces. En perspective, nous voulons atteindre le plus de provinces possible. Pourquoi pas couvrir toute la République. Et c'est donc comme ça que vous comptez aider la République démocratique du Congo avec l'éducation, la santé et l'agro-pastorale. Absolument. Vous venez de raconter toute une histoire d'ailleurs intéressante qui inspire aussi aux jeunes qui se plaignent peut-être des conditions de vie aujourd'hui. Ne permettez pas que les conditions de vie que vous traversez à ce jour puissent être traversées par ceux qui viennent après nous. Donner des idées, les moyens viendront. Prenez l'exemple de M. Daniel Ngoy Mouinempata qui, avec un groupe d'amis, ont réfléchi d'abord comment sortir de la galère parce qu'eux-mêmes, en réfléchissant, étaient déjà des cas, comme il le dit, mais après, ils sont devenus les secours de certaines personnes qui se retrouvent dans des conditions difficiles. Peut-être nous sommes en train de chuter petit à petit avec notre émission. Savoir par rapport à l'éducation, vous vous êtes installé à l'entrée de la ville de Lubumbashi, à un endroit où dans un début, si vous parlez de l'année d'existence de TEGRA, où l'éducation était un peu difficile, comment on vous a accueilli? Comment vous êtes en sorti pour essayer de faire comprendre à tout le monde qu'il y a de l'éducation gratuite ici? Je souligne, l'éducation n'est pas gratuite, mais elle est à peu de frais. Ça, c'est une précision. C'était un nouveau lotissement où il n'y avait même pas de maison. Mais le fait que nous avons commencé à construire une structure durable, cela a encouragé la population. Nous avons été soutenus par la population. Et si nous sommes arrivés à anticiper les années pour les débuts de cours, c'est parce que la population nous a contraints. En voyant ce que nous avons eu comme ambition. Initialement, c'était prévu qu'on puisse ouvrir nos portes les années 2018-2019. Mais à la suite de la pression de la population, nous avons commencé l'année 2016-2017. Et la construction était inachevée. Et la population ne s'est pas lassée de nous. Elle a accepté ces conditions jusqu'à ce que nous avons couvert la bâtisse 5 ans après. C'est-à-dire, nous avons étudié dans des conditions qui n'étaient pas du tout bonnes, mais quand même la population nous a apporté son soutien et son appui. Alors, il y a de la jeunesse qui nous regarde aujourd'hui. Il y a des gens qui rêvent de devenir comme M. Daniel Ngoy.
Je vais vous demander de regarder cette caméra et de vous adresser à toute la jeunesse qui y a pour exemple aujourd'hui M. Daniel Ngoï et à tous ceux qui sont en train de suivre cette émission L'Homme et son histoire sur la télévision Héritage. À vous qui nous suivez, surtout à vous la jeunesse louchoise, retenez une chose dans la vie: pour devenir quelqu'un, tout part d'une idée, tout part d'une réflexion et d'une décision. Rassurez-vous que l'unique idée que vous pouvez avoir aujourd'hui, demain, peut naître et aider toute la communauté entière. Nous avons commencé tout en étant jeunes avec les idées, mais lorsque les moyens sont venus, nous avons concrétisé ces idées. Alors, ne sous-estimez pas les idées et les convictions qui montent en vous. C'est là la détermination et le point de départ pour votre avenir. Merci beaucoup, Monsieur Daniel Ngoï Mouinempata. J'espère que j'ai bien prononcé le nom. Merci de votre disponibilité de répondre favorablement ou positivement à notre demande de l'émission L'Homme et son histoire. Vous voyez, il était nécessaire que nous racontions votre histoire dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs qui regardez la télévision Héritage. L'Homme et son histoire ne termine pas tout de suite. Tout d'abord, voici la présentation de l'ONGD Tegra. Vous suivez à travers Canal Plus au numéro 6, à travers Star Times sur 122 et à Kinshasa, la TNT et Easy TV au numéro 105. À Lubumbashi, dans le local, nous sommes sur 259.25. Voilà les fréquences de la radio et télévision Héritage. C'était l'émission L'Homme et son histoire. Merci de nous avoir regardés. Le prochain numéro, c'est à très bientôt.